Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce 17e rendez-vous simulation. Donc, nous sommes ensemble pour une heure jusqu'à 14h30 et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Ducloyer Jean-Baptiste, donc du CHU de Nantes, qui est praticien hospitalier universitaire en ophtalmologie. Et il va nous présenter donc un projet, une étude sur l'amélioration de la sécurité des soins et en enseignement de la chirurgie de la cataracte avec le simulateur IESI. Et puis, on avait eu un avant-goût en fait dans la dernière RevSims dans une brève de ce projet. Et puis, on va voir aujourd'hui la suite. Et donc, sans plus attendre, docteur Ducloyer, je vous donne la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup pour l'introduction. Donc en effet, moi je suis Jean-Baptiste Ducloyer, je suis ophtalmologiste au CHU à Nantes et actuellement praticien hospitalier universitaire. Et là, l'objet d'aujourd'hui, c'était de présenter le projet global autour du simulateur de la chirurgie de la cataracte de l'interrégion en fait, qui est partagé. Je vais y venir. Alors, de quoi on parle? On parle de la cataracte. La cataracte, comme vous le savez, c'est l'opacification du cristallin lié à l'âge. Sur l'image du haut, ce serait un cristallin normal d'un sujet jeune, transparent. Au cours de la vie, le cristallin devient plus gros, plus jaune. Et ici, c'est l'examen en lampe à fente. Le cristallin, on va l'appeler cataracte. Et s'il baisse la vision de façon significative, peut provoquer des photophobies, éblouissements, on va être proposé le traitement, c'est la chirurgie. La chirurgie de la cataracte, c'est retirer le contenu opaque du cristallin tout en gardant son enveloppe. C'est un point important, puisqu'on va garder la capsule du cristallin pour pouvoir positionner à l'intérieur un implant intraoculaire qui va permettre d'apporter une correction optique au patient. Et on voit ici sur une photo finale une photo en lampe à fente d'un patient qui est bien dilaté. On devine l'optique de l'implant intraoculaire et les haptiques ici et l'autre qui est derrière l'iris qui maintient en position l'implant dans le sac capsulaire. On a besoin d'un sac capsulaire intègre à la fin de la chirurgie pour pouvoir mettre l'implant dans les meilleures conditions. La chirurgie de la cataracte, c'est la chirurgie la plus réalisée actuellement en France, près d'un million de procédures par an en France. Et dans la grande majorité des cas, et ça se passe extrêmement bien, il n'y a pas de complications, la récupération visuelle est assez rapide et bonne. Simplement, il y existe des complications. La complication la plus emblématique, c'est la rupture capsulaire postérieure, ce dont je parlais, le fait qu'au cours de la chirurgie, on peut être amené à perdre l'intégrité de l'enveloppe du cristallin qui va compliquer l'implantation, mais aussi amener des problèmes d'hypertonie oculaire, d'inflammation et altérer le pronostic visuel. Ces ruptures capsulaires postérieures chez un chirurgien expérimenté, c'est autour de 1%, ça dépend des séries, alors que ça a été démontré plusieurs fois au cours du temps, le pourcentage de ruptures capsulaires postérieures lorsque c'est un interne qui opère, il est plus élevé. Et ça, c'est un problème puisque même si ces taux sont relativement sont modérés, et bien comme on parle d'un grand nombre de chirurgies, ça peut impacter potentiellement beaucoup de patients. Alors, après une rupture capsulaire, tout le monde n'aura pas de pronostic altéré, mais en moyenne, ça peut altérer le pronostic visuel des patients. Donc, ça va être un paramètre important qu'on va évaluer, la rupture capsulaire. Le simulateur de chirurgie ici, c'est un appareil qui a été développé il y a maintenant plus de 10 ans par une entreprise allemande et qui est vraiment disponible dans beaucoup de pays dans le monde, utilisé par beaucoup de centres pour former les étudiants à la chirurgie de la cataracte et qui reproduit une station une installation et une situation opératoire assez fidèle, avec la pédale pied gauche pour manœuvrer la position du microscope, le zoom, la mise au point, et la pédale pied droit pour manœuvrer la puissance de la machine, l'aspiration, l'irrigation, l'application des ultrasons, comme on aurait en vraie vie. Et le simulateur produit une image euh, de réalité virtuelle en 3D dans les oculaires, ce qui donne vraiment une immersion assez importante, puisque quand l'étudiant a les instruments
inséré dans le faux œil qui est bourré donc, de détecteurs et qui le regarde dans les oculaires. Il a l'impression vraiment d'y être au bloc opératoire. Et nous, à côté, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Ce simulateur, il y a eu beaucoup de littérature qui commence à être assez abondante sur ce matériel. Il y a une très bonne corrélation entre les résultats sur le simulateur et les résultats en habileté réelle. L'utilisation des simulateurs améliore les niveaux d'habileté en vie réelle et l'intégration au simulateur dans la formation de différents centres. Euh, Ça, c'est une étude rétrospective puisque c'est très complexe de faire en prospectif et probablement pas éthique. En tout cas, ça a été montré que dans des centres en rétrospectif, après apport du simulateur, les taux de rupture des internes étaient moins élevés qu'avant l'intégration du simulateur dans la formation. Là, je vous montre, ça c'est la vidéo du constructeur qui permet de bien se rendre compte de l'outil. Donc là, vraiment, la position, quand on est installé à la table, on a vraiment l'impression d'être dans l'œil. On prend un instrument qu'on rentre dans l'appareil et l'appareil génère une image virtuelle avec, voilà, on voit les mouvements de l'œil quand on agit. Ça, c'est la première étape de la chirurgie de la cataracte où on crée une ouverture de la capsule antérieure, le capsulorhexis. On mélange également il y a également des exercices d'habileté. Là, on n'est pas sur des procédures chirurgicales, on est vraiment sur simplement de l'habileté pour comprendre, appréhender la profondeur dans l'œil, la profondeur, les distances, les mouvements. On peut aussi simuler des situations de complications, comment on va gérer la rupture capsulaire postérieure ici sur cette image. Donc, on injecte l'implant à la fin. Voilà, donc c'est comme ça que fonctionne le simulateur. Ce projet, ça fait donc plusieurs années en fait que le projet d'acquisition d'un simulateur a été discuté dans les différents centres de l'Ouest. Il faut savoir qu'il y a eu aussi, depuis plusieurs années, inscrit dans la réglementation de la formation des internes en ophtalmologie, l'obligation de les former sur simulateur euh, avant la formation en vie réelle. Il y a un plan de formation qui a été écrit, qui a été proposé par le Collège des ophtalmologistes universitaires de France. Euh, il y a des difficultés d'accès aux simulateurs sur le terrain, puisque donc ça, c'était une carte qui avait été réalisée au moment où on faisait la demande d'acquisition d'un simulateur pour la région Pays-la-Loire et Centre, où en fait, on avait des simulateurs, ce sont les ronds verts, qui sont répartis de façon irrégulière sur le territoire. Et donc, pour accéder au simulateur, on devait faire beaucoup de routes avec les étudiants pour aller s'entraîner à Paris ou dans d'autres villes. Et donc, c'était compliqué. Simplement, le simulateur fait plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est très cher. Et le nombre d'internes, c'est une promotion dans une ville comme Nantes, c'est 4 internes par an. Donc, c'est difficile de justifier un tel coût. Et ce qui a, pour parer ce souci, le projet a germé, assez bien construit autour d'un simulateur partagé entre les villes de Nantes, Rennes, Angers et Tours, ce qui va permettre donc de former cette fois des promotions de 16 internes. Et ça, ce projet, il a été porté pendant plusieurs années et finalement validé à l'automne 2021. Sachant qu'à ce moment-là également, le GIRC Grand Ouest proposait un appel d'offres, un appel à projet intitulé Recherche en simulation. Donc c'était voilà, le contexte dans lequel le projet de recherche a été lancé. Donc, si je reviens au projet simulateur partagé, quels étaient les objectifs de ce projet? Pour les différents centres d'ophtalmologie, c'était d'améliorer, bien entendu, la formation des internes et l'accessibilité au simulateur, qui, du fait de la distance, on n'arrivait pas à remplir les attendus en termes de temps de formation sur les simulateurs. Développer un programme de recherche en pédagogie chirurgicale pour améliorer l'utilisation qu'on pouvait en faire de ces simulateurs et acquérir de nouvelles données scientifiques. Et puis, bien sûr, renforcer la coopération entre les centres en pédagogie et en recherche. Et ça, en fait, c'est le corollaire des deux premiers. Pour ce qui est de la formation des internes, ce qu'on peut faire maintenant qu'on a le simulateur partagé, appliquer le programme recommandé par le collège, ça c'est la première chose à faire, qui est 4 séances de 2 heures pour un interne en phase socle en première année de son internat, 4 séances de 2 heures pour se former, appréhender les différentes étapes, au moins une séance par an pendant la phase d'approfondissement et en phase de consolidation,
avoir des séances de formation pour devenir encadrant, parce que ça va être un problème. Une limite de tout ce volume qu'on veut faire en termes de formation, c'est qu'on a besoin de formateurs. Et donc ça avait été quelque chose qui a été pensé. En complément de ça peut ne pas suffire, parce qu'en fait, il y a aussi un programme, j'ai parlé du programme chirurgie cataracte, il y a aussi un module chirurgie de la rétine. Et ça qui est vraiment très important, puisque la chirurgie de la rétine, elle est extrêmement risquée, extrêmement délicate aussi, et donc on a besoin d'utiliser ce matériel. La différence, c'est que pour un chirurgien, un interne qui va se former à la cataracte, sur 5 internes formés à la chirurgie de la cataracte, il n'y aura que 0 ou 1 interne à former en rétine. Ça va concerner moins d'étudiants. Euh, et donc, ce qui avait été décidé, c'était de faire une initiation pour tout le monde, pour bien appréhender le geste, la profondeur dans l'œil, et faire des programmes adaptés pour les étudiants, certains étudiants qui se forment à la rétine. Et peut-être plus important, les étudiants en difficulté, puisqu'on repère des étudiants qui ont plus de mal, qui mettent plus de temps à être en sécurité sur cette procédure, et donc il faut les identifier et prévoir pour eux bah, des renforcements, des séances supplémentaires sur le simulateur, et ça on le fait, et ça fonctionne très bien. L'organisation en pratique, puisque comment on fait pour gérer un simulateur partagé, donc ça c'était beaucoup de discussions. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que le simulateur va passer 6 mois dans chaque centre. Et quand, par exemple, le simulateur il est à Nantes, eh bien, les formateurs nantais vont former les internes de Nantes et de Rennes. 6 mois plus tard, le simulateur va aller à Tours ou à Angers. Et lorsqu'il est à Tours ou Angers, eh bien, les formateurs sur place vont s'engager à former les internes de Tours et d'Angers. Et donc, ce qui fait qu'un centre aura le simulateur, la charge du simulateur et de la formation des internes, 6 mois sur 24. Et ce qui permet d'assurer la continuité de la formation des internes qui, eux, bah, 1 an sur 2, vont devoir faire 1 heure de route pour chaque séance de formation. Et ce qui reste beaucoup mieux que ce que cela pouvait être avant. Comment on organise une formation? Une demi-journée de 4 heures. Sur cette demi-journée de 4 heures, nous avons un formateur qui encadre 2 étudiants qui vont manipuler sur la machine entre 20 et vont tourner en fait autour de 20 et 30 minutes. Ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Ça permet de respecter l'objectif de formation de 2 heures, mais le fait de tourner toutes les 20-30 minutes en fonction de l'expérience des étudiants. Ça permet de gérer la fatigue parce que les novices, ils peuvent pas faire 2 heures pertinentes sur l'appareil. Et ça permet aussi de s'observer, de regarder ce que fait l'autre et puis de discuter ensemble avec le formateur. Et ça, on s'en rend bien compte. On peut laisser l'étudiant devant la machine faire des procédures tout seul, il aura l'impression d'avoir appris des choses, mais quand on met un formateur dans la salle, ça n'a rien à voir, ça, on est tous d'accord là-dessus. C'est très gourmand en formateur, mais vraiment la présence d'un formateur et d'un deuxième étudiant pour trianguler, pour amener la discussion, avoir des supports pédagogiques, des vidéos à côté, ça fait des séances qui sont très denses hein, et qui sont très pertinentes. Donc voilà pour l'organisation de la formation telle qu'on l'a mise en place. Maintenant, je voulais venir au programme de recherche, la question qui était posée. Euh, il y a beaucoup de questions auxquelles on a envie de répondre sur cette machine. On a voulu s'intéresser à deux questions. C'est quel est le volume de formation nécessaire avant d'autoriser les étudiants à pratiquer en vie réelle? Est-ce qu'on peut atteindre est-ce qu'on peut avoir un début de réponse à cette question? Et est-ce que la privation de sommeil des internes, qui peuvent être liées aux astreintes, aux apprentissages théoriques, aux révisions, euh, ou même à la parentalité, puisque certains sont parents, dans quelle mesure ça influence la sécurité des soins? Et donc ça, c'est autour de ces deux questions qu'on a écrit le protocole qu'on a appelé E3CAPS, l'amélioration de la sécurité des soins, en étudiant la courbe d'apprentissage. Donc l'axe 1, c'est évaluer la courbe d'apprentissage des internes sur simulateur. Et l'axe 2, c'est évaluer l'habilité chirurgicale avant et après privation de sommeil. Donc ce protocole, on l'a soumis à l'appel à projet du GIRC Grand Ouest
recherche en simulation. Et il a été lauréat, donc on a eu la réponse en juillet 2022. Et donc on a démarré l'étude suite à ça. Donc l'axe 1 sur la courbe d'apprentissage, c'est l'ensemble des internes de phase socle de l'année 2022-2023, donc 16 internes, qui ont fait le programme recommandé au niveau national, hein, 4 séances de 2 heures telles que je vous les ai décrites tout à l'heure. Et on leur a fait faire des évaluations, évaluations normées, c'est-à-dire qui simulent une chirurgie complète. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails tout à l'heure. Le simulateur ne permet pas de reproduire toutes les procédures. On ne peut pas faire des incisions sur le faux œil. Il y a quelques étapes qu'on ne peut pas faire, mais globalement, les étapes clés, 5 étapes clés, sont reproduites dans le simulateur et on les fait séparément, les exercices. Et donc, une évaluation normée, c'était une chirurgie complète. C'était en fait la séquence de 5 étapes clés de la chirurgie, qui sont donc le capsulorhexis, le fait de peler la surface du cristallin pour pouvoir l'aborder ensuite. L'hydrodissection, c'est le fait d'injecter de l'eau entre la capsule du cristallin et le noyau pour pouvoir ensuite le mobiliser. La phacoemulsification, c'est la partie où on fait des sillons avec des ultrasons pour creuser le cristallin, le casser en deux et aspirer les morceaux. Ça, c'est la partie la plus longue et la plus difficile. C'est c'est ce qu'on confirme aussi dans les résultats que je vais vous montrer. L'irrigation-aspiration, c'est le fait d'aller retirer ensuite les petites masses résiduelles qui collent à la capsule postérieure. Et bien sûr, l'injection de l'implant. A0, c'était l'épreuve initiale, celle où en fait ils arrivaient, on leur dit, bon bah, vous savez pas faire, vous prenez la machine, on vous donne quelques instructions très simples et normées, et vous essayez, et vous voyez ce que ça donne. Ça, c'était un peu difficile pour eux, parce que c'était un peu traumatisant, parce qu'ils avaient eu forcément des mauvaises notes, mais ça permettait de démontrer qu'il y avait bien un besoin d'apprentissage pour progresser ensuite. On a un temps zéro où ils ont vraiment des très mauvaises notes sur le simulateur, ils avaient besoin d'un apprentissage pour être bons. Et les A, c'était pour attempt. Les évaluations 1 à 4, c'est à la fin de chaque séance d'évaluation. Donc le 1 au tout début, puis à la fin de chaque séance. Ce qui nous donnait 5 time points. On a recueilli les scores à la fin de chaque procédure. Le score, c'est la machine qui le donne. Il donne un score sur 100. C'est-à-dire, et on définit est-ce que les objectifs de l'étape ont été remplis. Si les objectifs sont remplis, c'est 100. Et également, il y a des points négatifs qui sont retirés. Des complications graves vont retirer 50 points, voire 100 points, ou une toucher l'iris qui peut faire un peu mal au patient sans être très dangereux, ça va retirer 5 points. Voilà, donc il y a un score intégré à la machine qui va retirer des points en fonction de la gravité du problème, qui font que généralement, quand on a plus de 80, c'est qu'on a bien fait toutes les étapes et qu'on n'a pas fait de dommages euh, significatifs à l'intérieur de l'œil. La durée de la procédure en minutes. L'odomètre, c'est la distance parcourue dans l'œil par les instruments. Donc ça, c'était un outil assez intéressant pour l'aspect multidimensionnel. Et donc, on le recueille pour chaque étape. Donc, qu'est-ce que ça donne? Les résultats, ici, donc, on peut peut-être commencer par regarder le panel du bas. Pour la procédure entière, donc sur 500, parce qu'il y a 5 étapes de 100 points chacun, on voit qu'il y a une progression très importante du score médian puisque là, ce sont des médianes, on a 16 individus. Une progression très forte entre la première sans entraînement, puis jusqu'à la 5e évaluation qui se situe à la fin de la 4e session de formation. Ici, on a les courbes de chacun des individus, et puis en noir, en surimpression, la médiane d'entre elles. Et on voit que le temps de procédure diminue un peu et la distance parcourue dans l'œil aussi. Ce qui est intéressant, c'est quand on évalue chaque étape, on se rend compte que l'irrigation-aspiration, qui est le fait d'aller nettoyer au plus proche de la capsule postérieure les masses résiduelles, ils sont très mauvais au début, dans des très mauvaises notes. Et en fait, on voit bien que là, les 4 séances sont vraiment pertinentes, puisqu'on a une très forte progression et un plateau. Et on voit qu'à la dernière séance, ils ont tous d'excellentes notes, ils ont bien maîtrisé.
le temps de réalisation a chuté et la distance parcourue dans l'œil par les instruments a fortement chuté. C'est vraiment l'étape où on voit très nettement la meilleure progression. Et ce qui est intéressant, c'est de la comparer à l'étape phacoémulsification, le fait de faire des sillons, de casser le cristallin et d'aspirer les cristallins, où là, on voit pas du tout la même chose. On voit une progression en dents de scie, des médianes qui sont plutôt bonnes à la fin, mais beaucoup de notes qui sont en dessous de 80, et beaucoup de notes qui sont pas du tout satisfaisantes. La durée qui n'a pas vraiment diminué et la distance parcourue dans l'œil qui est relativement stable. Donc on voit bien qu'on a une étape qui est beaucoup moins bien maîtrisée que d'autres. Donc là, j'ai montré les trois étapes les plus significatives, puisque capsulorhexie, globalement, c'était intermédiaire. Et là, deux autres étapes pour lesquelles on avait du mal à interpréter. Euh, Le plus intéressant, c'est peut-être celle-ci, le fait juste d'injecter de l'eau entre la capsule et le noyau. On n'arrivait pas à sortir de cours d'apprentissage franche, puisqu'en fait, dès la deuxième fois, ils avaient compris, ils avaient des bonnes notes. Et puis, la troisième fois, ils ont des mauvaises notes. Alors, est-ce que simplement, ils ont un peu négligé cet apprentissage? En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a des étapes pour lesquelles les courbes sont beaucoup moins pertinentes. Et en fait, ça, c'est corrélé à notre impression empirique que cette étape n'évalue pas vraiment la courbe d'apprentissage des étudiants. Ça, c'est un autre élément intéressant, c'est le fait que, juste pour le capsulorhexis, qui était une étape complexe euh, et qui était courte, on a rajouté des tentatives au début de chaque formation. Ce qui est intéressant, c'est qu'au tout début, donc, la médiane, c'est 0. À la fin de la première formation, ça monte. Et quand ils reviennent le lendemain, le score médian est un peu moins bon. À la fin de la formation, c'est beaucoup mieux. Et le lendemain, quand ils reviennent, le score est encore moins bon. Ça montre et ça, c'est assez joli. Ça montre assez bien la validité de ce qu'on mesure, il y a un effet d'oubli et qui, par contre, est gommé. Quand on arrive à la quatrième séance, on a des compétences qui sont stabilisées. Pour finir, deux autres expressions des résultats qui sont intéressantes. Ça, c'est le taux de succès pour un seuil qu'on a défini à 80 sur 100. On voit qu'il augmente drastiquement le taux de succès pour chaque étape au cours du temps. Sauf, bien sûr, donc on l'a bien montré pour phacomésification, où il n'y avait que la moitié d'entre eux euh, à la quatrième séance qui avaient des notes au-dessus de 80. Et le taux de rupture, dont j'en ai parlé au début, la rupture capsulaire, c'est un événement marquant, c'est une complication importante. Et ce taux de rupture, il baisse de façon linéaire au cours des apprentissages. Mais à la fin de la quatrième séance, on avait encore un taux significatif, ce qui était à 13%, qui est au-delà de ce qu'on peut tolérer cliniquement. Et il n'y en a plus du tout sur l'étape irrigation-aspiration, comme on disait, qui était maîtrisé. Ces ruptures survenaient lors de l'étape FACO, donc on a quelque chose de cohérent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? C'est que vraiment, le simulateur permet une forte progression des habiletés, de la compréhension des étapes et de la chirurgie, que les 4 séances sont nécessaires, puisqu'on voit qu'au cours des 4 séances, il y a une progression sur toutes les étapes, on voit que c'est insuffisant pour la phacomésification, donc on doit améliorer la façon de l'apprendre et passer plus de temps là-dessus. Se dire qu'il va falloir qu'on garde du temps formateur parce qu'il y a un certain nombre d'étudiants qui réussiront pas à cette étape au bout des 4 séances, donc il faudra qu'on prévoie du temps, nous, dans notre agenda pour avoir des séances supplémentaires. Et on a produit quand même des courbes d'apprentissage qui sont intéressantes, qui peuvent être alors, sans être des références, ça peut être des indicateurs en tout cas, pour les internes se rassurer que c'est normal qu'au bout de 2 séances, ils ont l'impression de ne pas être bons. Voilà, c'est normal, ça met du temps. Et ça permet aussi aux formateurs d'identifier les étudiants internes qui, eux, bah, sont un peu en dessous de la courbe et qu'on puisse cibler un peu mieux, euh, voir leurs besoins spécifiques. Et ça peut être aussi également utile, parce que s'il y a une discussion autour du permis d'opérer qui n'est pas en place, mais qui peut se discuter. Et en tout cas, on apporte des informations chiffrées sur ce que ça pourrait être. Je continue J'ai bientôt terminé, parce que là, je vous présente l'axe 2 sur la privation de sommeil, pour lequel j'ai pas de résultat, parce que le recueil est en cours. Puis après, on pourra répondre aux questions, discuter si vous en avez. Donc l'axe 2, comme je disais, c'est là, on va plutôt s'intéresser aux internes plus âgés qui sont censés avoir atteint
justement un certain niveau de maîtrise sur le simulateur et qui ont, si possible, déjà opéré des patients en vraie vie. La cible, c'était plus de au moins 25 internes de phase d'approfondissement. Euh, on leur fait faire plusieurs évaluations normées pour obtenir une moyenne de leur score, euh, de leur temps et de leur distance parcourue dans l'œil, avant privation de sommeil. Et on va le refaire après privation de sommeil. L'idée, c'est le critère de jugement principal, c'est d'évaluer quelle est la variation pour un individu de ses scores après privation de sommeil par rapport à avant. On évalue également la fatigue par les moyens validés, l'échelle subjective des Puers et des tests objectifs de fatigue, des tests d'attention qu'on va leur apprendre, puis leur faire faire avant privation de sommeil, puis après privation de sommeil pour voir l'impact que ça peut avoir sur leur score et le temps parcouru. Et donc là, les inclusions sont en cours actuellement à Tours, puisque le simulateur actuellement il est à Tours. Et mon collègue PHU Canav Cana fait les premières inclusions actuellement. Donc en conclusion sur ce projet, l'ambition c'était d'améliorer la sécurité de l'enseignement de la chirurgie de la cataracte par un programme rigoureux qui était proposé au national qu'on a mis en place. Un programme de recherche avec deux questions différentes qui sont complémentaires et avec une population d'études aussi complémentaire. Le projet actuellement, on est très satisfait parce qu'on a une bonne dynamique, puisqu'en 2022, donc, en 2023, on a fait les passations de l'axe 1, on a publié donc, le protocole d'études dans une bonne revue d'ophtalmologie. En 2024, là actuellement, on est en révision. Les résultats que je vous ai montrés sont en cours de publication dans BMC Medical Education. Et l'axe 2 est en cours d'inclusion. Donc voilà, on continue sur notre lancée. Et bien sûr, bah, ça renforce les liens entre les équipes. Ça, c'est un objectif et ça, c'est rempli. Donc, je voudrais remercier tous les internes qui sont en fait volontaires sains dans cette étude. Mon collègue, le docteur Cana, qui est avec moi, nous avons écrit ensemble ce protocole de recherche avec l'aide de notre chef de projet Alexandra Poinas. Les professeurs Mouriot et Lebranchu qui nous ont seniorisés, qui nous ont guidés, qui ont aussi œuvré pour l'obtention des simulateurs au niveau interrégional, avec également les docteurs Goyer à Angers et Pierre-Jean Pizella à Tours. Et puis bien sûr, le COUF qui nous avait soutenus dans ce projet et les centres de simulation qui hébergent les simulateurs. Et donc au GIRSI qui nous avait accordé le financement pour cette étude. Merci à tous. Merci à vous. C'est vraiment très intéressant de pouvoir voir ces différentes courbes d'apprentissage, hein, et la différence qu'il peut y avoir entre les différentes étapes et comment on peut adapter la formation en fonction des résultats de ces courbes. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à prendre la parole directement, vu que la configuration du webinaire le permet. Ou dans le chat, si vous préférez. Non, moi, je vais bien commencer. À moins qu'il y ait quelqu'un qui veut causer avant, non? Allez-y, Bon. professeur Henri. Henri, oui, médecin retraité, mais intéressé beaucoup par la simulation. Et moi, je remercie d'abord pour votre topo qui est vraiment très, très clair. J'ai plusieurs questions. La première, c'est vous avez parlé des étudiants en difficulté. Alors, j'aimerais savoir combien, si c'est possible de le dire sur un volume de 16, combien sont en difficulté et quelle est votre attitude, parce qu'on a travaillé un petit peu ça en chirurgie, et il est vrai, parfois on s'apercevait que certains internes en chirurgie étaient vraiment pas faits pour la chirurgie. Alors, ça, aux États-Unis, vous savez sans doute que certains internes sont parfois écartés de la discipline. Alors, c'est une question, je sais, un peu difficile, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Et une question corollaire, c'est la pratique délibérée, c'est-à-dire que vous avez dit 6 mois dans chaque centre, c'est-à-dire que 6 mois, c'est beaucoup quand même. Ça veut dire aussi que comme il y a peu de séances, entre guillemets, ça veut dire que le simulateur, il est libre très souvent.
Et est-ce que vous pourriez me dire s'il y aura pas, alors je sais que vous, les formateurs, vous avez beaucoup de boulot par ailleurs, mais dans certains centres aussi à l'étranger, ils font appel à des médecins retraités, justement, pour prendre en charge les étudiants. Voilà, c'est un peu long mes questions, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Non, enfin, c'est les bonnes questions. Vous avez tout à fait raison. Les étudiants en difficulté, heureusement, on n'en a pas beaucoup. Euh, les étudiants que j'ai en tête, c'était plutôt des étudiants plus vieux qui étaient qui avaient beaucoup de problèmes d'angoisse, de stress, parce que c'est vrai que la chirurgie est un petit peu difficile. Et donc, c'est les gens qu'on a repris des rendez-vous pour consolider, discuter qu'est-ce qui posait problème, et on arrive à les remettre sur des rails. On arrive à les remettre bien. Et en fait, souvent, on a plus d'autocensure. C'est-à-dire que euh, là, comme ça, sur les 10 promos que j'ai vu passer depuis que je suis au CHU de Nantes, depuis que moi j'étais interne, j'ai en tête un ou deux internes qui ont arrêté, qui n'opèrent pas la chirurgie de la cataracte Mhm. parce qu'ils ne se sentent pas capables et finalement, ils en ont marre de faire des nuits blanches toutes les semaines et ils ont préféré arrêter puisque finalement, comme c'est une discipline médico-chirurgicale, un ophtalmologiste qui n'opère pas la cataracte gagne très bien sa vie. Et puis, il arrange un peu les collègues parce que du coup, il en opère moins, s'en fait plus pour les autres. Donc, en fait, en ophtalmologie, c'est pas trop un problème. C'est plus un problème d'autocensure des internes qui vont dire, bon, bah, moi, j'y arriverai jamais, je le ferai pas. Et donc, on les aide et ils finissent par y arriver, à prendre confiance. Euh, ou voilà, ou des assistants, des retours de congé maternité, euh, des, des, des internes assez âgés qui ont opéré, peut-être un peu moins que les autres, mais qui à la reprise se sentent plus confiants. On prévoit 2 séances. Ça, c'est arrivé aussi. Et non, non, on n'interdit pas à des internes d'opérer. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai vu. C'est plus de l'autocensure des gens qui disent, bon, moi, j'en ai marre de faire des nuits blanches, de trop stresser, j'arrête. Et pour l'utilisation du simulateur, Et, euh, et pour l'utilisation du simulateur, alors c'est vraiment un problème d'organisation. Notre expérience est assez limitée parce qu'en fait, le programme tel que je vous l'ai décrit, ça fait plusieurs années qu'on en rêve et en fait, il est en place que depuis 6 mois à Tours. Euh, et en effet, tous les chiffres que je vous ai donnés, en fait, si on fait bien les protocoles de formation, c'est 1 à 2 demi-journées. Enfin, ça va être une journée complète par semaine sur le simulateur. Donc à la fois, c'est énorme pour nos formateurs, peu compte tenu du coût de la valeur de la machine. Donc, enfin, former des praticiens retraités pour qu'ils viennent faire des formations, c'est pas quelque chose que j'avais osé penser, mais puisque vous en parlez, pourquoi pas? L'autre chose, c'est la disponibilité des internes, puisque eux-mêmes, ils sont sursollicités. Et donc, on a aussi beaucoup de problèmes parfois, on va programmer des cours où les internes ne viennent pas, mais c'est parce qu'on les a mis à faire autre chose. Donc, il y a la disponibilité des internes aussi qui pose problème. Mais là, en termes de vivier de formateurs, on avait plus pensé à des docteurs juniors qui, eux, ont fait tout leur cursus de formation sur le simulateur et qu'on peut former à être formateur pour agrandir le vivier. Mais des médecins retraités, c'est une autre option. il y a encore des médecins finalement retraités qui savent faire, hein. Ah non, c'est certain qu'ils savent faire. On ne veut pas les Non, déranger. je Enfin, c'est comprends. plus une idée qui n'était pas venue, mais merci. J'ai deux autres questions, mais je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui pose une question. Alors, comment est obtenue la privation de sommeil? Alors, c'est ça. La Oui, privation de sommeil, Oui, donc ça, c'est ça. c'est Dr Cana qui l'a mis en place à Tours. Je crois qu'on l'a pas encore fait. Le, déjà, ce qu'on voulait, c'est qu'ils aient une journée de travail normale. Mm. Et au terme de ces journées de travail, qu'on leur dise de ne pas dormir. Alors, on ne savait pas si on. euh, Ce qu'on sait par contre, c'est qu'on va calibrer. C'est pas une sortie de garde parce qu'on voulait pouvoir normer la situation. Oui, d'accord. C'était On, un peu ma on- on- question, en on fait. va leur imposer. Alors, la privation de sommeil dans la littérature, c'est avoir dormi moins de 7 heures. Alors, nous, on n'était pas complètement sûr du cut de 7 parce qu'on n'est pas sûr d'obtenir un effet avec moins de 7 heures. Donc, on va les priver de sommeil un peu plus privé, plutôt moins de 5 heures pour obtenir un effet ou pas.
Et par contre, on mesure par des montres d'actimétrie. C'est quelque chose qu'on a acquis, c'est quelques centaines d'euros dans le budget du GRC Grand Ouest. On a acheté des montres d'actimétrie pour mesurer, pour confirmer qu'ils ont bien dormi un nombre suffisamment faible d'heures dans la nuit. On avait pensé leur donner des cas cliniques à bosser pendant toute la nuit ou euh, ça, ça n'a pas été calibré, la façon dont on les prive de sommeil. Ce qu'on a calibré, c'est vérifier qu'ils ont bien pas Ouais, dormi d'accord. par une montre d'actimétrie. Ok. Non, parce que c'est pas évident, quoi. Enfin, Non. Et par c'est contre, ce la qu'on a pri- c'est- calibré par rapport au comité d'éthique, c'est que, ils travaillent pas le lendemain, ils ont Ouais. des trajets en autonomie, en voiture. Enfin, on a un peu bordé ça. Donc après une journée de travail, ils n'ont pas le droit de faire une nuit complète, en fait. C'est C'est ça. ça. C'est comme C'est ça qu'on ça. l'a fait. Et par rapport aux disponibilités des uns et des autres, ça va être un samedi, en fait. Et vous avez des volontaires pour ça. Eh bien, oui. Oui, oui, oui. Oui. Ils sont contents. C'est horrible. On a une indemnisation de 200 euros. Ça, c'est vraiment. Mais ça, on y tenait. Donc, le budget nous a permis aussi d'indemniser à hauteur de 200 euros les internes. C'est plus sur des trajets, quoi. Ok. Merci. Non, oui, un petit À peu de toi, temps. Et, Jean-Claude. oui. Donc, pour revenir à cette privation de sommeil, il y avait un travail, parce qu'il y a le sommeil, mais il n'y a pas que ça, il y a l'heure dans la journée aussi. Il y a Tout à un beau fait. travail qui avait été fait chez Mm. les chirurgiens dentistes qui a montré que si vous passez en premier, souvent ça se passe bien. Et si vous passez en dernier le soir, il y a plus de soucis. Eh Et bien, ça a été Oui, parce montré. que c'est la fatigue, en fait, du coup, Alors, là, c'est pour la le coup. fatigue, C'est exactement. la Et, longueur de la veille. exactement. Et C'est pour ça que je et, posais un peu la question. On est vraiment sur privation de sommeil et pas fatigue ou la longueur. Enfin, fatigue voilà, c'est un peu. physique, ouais. Ouais. mais merci. Oui, mais je suis curieux de voir. Je ne sais pas si vous avez la référence en tête, mais enfin, je pense que. Je pourrais vous la retrouver, je Il y en pense. a doit l'avoir parce que ça, c'est quelque chose qu'on va évaluer, puisque Oui, justement, on fait passer. C'est pour ça que ça va être un peu lourd parce qu'on va pas, on les fait passer que par trois ou quatre. Euh, les 25, on va les faire passer que par que trois ou quatre. Et on va leur faire des procédures, la privation de sommeil le lendemain matin. On déjeune et on refait l'après-midi, d'accord, d'accord. justement Bah pour là, répondre à la question que vous avez posée. Et là, on pense qu'on aura un effet. Oui, c'est bien. Moi, c'est pour cette raison que depuis que j'ai lu ça, il y a quelques années, je prends toujours mes rendez-vous chez le dentiste le matin. Je ne sais pas s'il y a des autres questions, parce que j'en ai encore d'autres. Allez-y. Est-ce que vous faites des débriefings globaux, si je puis dire, est-ce que après une séance, vous les prenez tous et vous faites un débriefing général, si je puis dire, sur les difficultés? Vous n'avez pas tout à l'heure des émotions, voire enfin, les éléments qui peuvent survenir dans la réalisation de l'acte. Alors, sur le simulateur, non, puisque comme je disais, par rapport à la disponibilité des internes, on les prend deux par deux. Donc, on, on- on n'a pas de séance en grand groupe sur lesquelles on va faire un débriefing global. À part là, ce que je vous ai présenté, je vais le présenter en groupe aux internes, mais on n'a pas de supervision des internes en grand groupe sur la gestion des émotions dans la chirurgie. C'est quelque chose qui est intéressant. C'est quelque chose qui est plutôt fait en individuel, puisque chaque interne, il est en binôme avec un chirurgien. Et donc, comme il suit un chirurgien pendant 6 mois, c'est plus dans ce mentorat-là qu'on a ce genre de choses. D'accord. Euh, en Angleterre, je crois qu'il y a un nombre défini d'actes en simulation avant le passage en vie réelle. Est-ce que vous avez une idée vous m'avez parlé de 20 ou 30 à Londres en particulier. Est-ce que vous avez connaissance de ça Alors, sur la chirurgie de la cataracte, Oui, euh, ce que j'ai trouvé comme réglementaire dans différents pays, donc par rapport au Royaume-Uni, eux, c'était différent. Dans leur réglementaire, ils utilisent le simulateur, mais ils l'utilisent un peu différemment de nous. C'est-à-dire, il faut avoir obtenu 3 fois de suite une note correcte sur un exercice pour avoir le droit de s'exercer au suivant.
Et donc, c'est seulement quand on a accumulé 3 fois de suite une note correcte sur les différents exercices et qu'on a fait le tour des modules A, B, C, qui A, B, C par rapport à B, C, D, parce qu'il y a D qui, c'est des situations un peu extrêmes. Donc, une fois qu'ils ont fait les modules A, B, C, euh, avec suffisamment de répétitions, ils considèrent que c'est un élément nécessaire pour avoir le droit d'opérer en vraie vie. C'est la seule réglementation notifiée que j'ai trouvée euh, en Europe utilisant le simulateur. Elle est intéressante. Mais ce qui était intéressant, c'est justement nous, on a une approche un peu différente. Parce que plutôt d'attendre qu'ils répètent suffisamment pour avoir une bonne note, on les a fait s'entraîner et on les a mis devant une situation unique. Euh, Réussis cette évaluation normée, s'il te plaît, et qui du coup, ça qu'on discute dans la discussion, qui est complémentaire. Mais on arrive à peu près au même volume horaire, en fait. Oui. Ok. C'est ça qui est intéressant aussi. Hum, Oui, merci. Alors, effectivement, il y a une question qui arrive dans le chat, à savoir si en dehors de la formation initiale, vous avez envisagé de mobiliser le simulateur pour la formation continue. Par exemple, Alors, excuse-moi, dans un contexte de reprise d'activité, suite à une erreur vécue en situation réelle. Ou voilà. eh bien, ça, c'est... Alors oui, c'est envisagé aussi par rapport à une valorisation économique du matériel. Euh, Il y a très peu de demandes en fait en pratique. C'est particulier la chirurgie de la cataracte parce que c'est une chirurgie qui est risquée, qui est difficile à apprendre, qui prend la tête un peu des internes pendant toute leur formation. Et une fois que Mhm. c'est acquis en fait. Il y a très peu de chirurgiens seniors qui sont demandeurs. Mm. Alors après, ça peut être des praticiens étrangers qui viennent obtenir leur équivalence de formation en France, qui passent les diplômes. Mais finalement, eux, ils sont pas vraiment extérieurs, puisqu'en fait, ils sont assistants dans un hôpital périphérique de Nantes et ils ont une vacation, ils ont une journée au CHU de Nantes. Donc eux, c'est pas de la formation continue extérieure valorisable, c'est des praticiens que je vais inclure dans mes formations, comme les internes. Donc, ce ne sera pas de la formation continue extérieure. Après, le module rétine pourrait être intéressant pour ça, puisque je suis notamment, mais c'est très anecdotique, hein, une chirurgien vétérinaire qui veut se mettre à la chirurgie de la rétine, et donc que j'ai invité plusieurs fois. Euh, voilà, ça va être assez anecdotique. Mais peut-être du côté des vétérinaires, oui. Mais il y a des cataractes chez le chat, le chien. les chats, les chiens, les chevaux dans une moindre mesure. Mais oui, oui, euh, à Nantes, ils Oui. sont deux vétérinaires ophtalmologistes, deux ou trois. Donc c'est assez anecdotique. Mais on y pense. Mais a priori, il n'y a pas de modèle économique en vrai. Alors, moi, j'ai encore deux questions, mais je ne veux pas monopoliser. Je vous en prie. Bon, l'avant-dernière, c'est concernant l'évaluation numérique. Moi, ça m'intéresse beaucoup, puisqu'on l'a fait à une époque sur les simulateurs chirurgicaux. Et apparemment, tous vos coups, là, sont tirés en fait très facilement de l'appareil, si je puis dire. Oui. Ouais, et vous êtes satisfait, ça correspond bien aux actes des étudiants Alors oui, c'est assez. Ça, c'est ce que j'ai un peu expliqué ici. Euh, cette étape justement, où en fait les étudiants disent bon, l'hydrodissection, en fait, c'est juste rentrer la canule dans l'œil, Ouais. injecter de l'eau entre l'enveloppe du cristallin et le noyau pour faire une vague et faire tourner le noyau. Et donc, en fait, une fois qu'ils l'ont fait 2 fois, ils ont compris. Et donc, ils ont une bonne note. Mais une fois sur deux, ils n'y arrivent pas parce qu'on ne comprend pas pourquoi la modélisation de la simulation fait que ça ne correspond pas vraiment à la vraie vie. Et puis, ça les agace un peu, les internes. Donc, ils ont un peu relâché cette procédure. Et ça se ressent, en fait. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on le voit quand les notes l'évolution des notes ne correspond pas à une progression qu'on attendrait. Et donc, notre impression clinique que cette étape reproduit assez mal la difficulté de la vraie vie, en fait, se retrouve dans les chiffres. Je ne sais pas si ça répond à la question.
Alors Oui, qu'à l'inverse, pour les autres étapes, on voit vraiment bien que typiquement l'irrigation-aspiration, il faut aller retirer les masses tout proches de la capsule. Bah, s'ils cassent, ils ont -50, ils ont une mauvaise note, c'est grave. Bah, c'est la vraie vie. Et s'ils arrivent à tout bien enlever dans un temps raisonnable, ils ont 90. Et s'ils le font dans un temps très très bien, eh bien ils ont 100. non, mais Donc c'est ça, très ça parlant. reproduit assez bien Oui, la satisfaction du formateur, le score. ouais, ouais. Non, c'est très parlant, et même pour les internes, ils savent où sont les points faibles, etc. Non, ça, c'est un progrès indiscutable par rapport aux évaluations qu'on faisait avant, qui étaient quand même très subjectives. Ma dernière question, c'est est-ce que votre simulateur est relié euh, à l'industriel? Alors, il y a un cloud. Les résultats des étudiants sont, quand l'étudiant se connecte à la machine, il remplit son compte. Et donc, il peut suivre sa formation. Et en effet, les datas sont sur un cloud du fabricant. C'est ça. L'avantage pour l'étudiant, c'est que lui, il peut suivre sa formation. Oui, L'avantage du formateur, c'est qu'on va pouvoir, alors je ne l'ai pas encore vécu, mais on va pouvoir savoir quel interne a passé suffisamment d'heures ou ne l'a pas fait. On va pouvoir aussi regarder avec eux. Alors, je ne sais pas quel était le sens de votre question par rapport au oui. constructeur. Je vais vous dire, le sens de ma question, c'est que quand on a commencé les simulateurs chirurgicaux numériques, on avait en effet, on était relié évidemment à l'industriel qui a évidemment piqué toutes les données. Et donc, depuis, nous n'avons plus mis le nom des étudiants dans la machine, mais un numéro. Un numéro, oui. Parce qu'aux États-Unis, bon, ils connaissent ça depuis des années, l'industriel repère les meilleurs. Il donne les données aux cliniques qui cherchent les bons. Et comme ça, il y a des cliniques chirurgicales, alors ce n'est pas en ophtalmo, hein, c'est en chirurgie viscérale. Ils ont repéré sur les simulateurs les meilleurs éléments, si je puis dire. Ils ont fait recruter dans les cliniques chirurgicales. Donc, évitez absolument de mettre le nom des gens dans la machine. Ça, c'est un petit conseil. Non, mais pourquoi pas? Ah ben ça, je peux vous dire que c'est réel, hein. C'est une chose réelle, hein. Alors, j'ai vu qu'il y avait une autre question, c'est l'aspect logistique. Oui, l'aspect logistique, il est assez complexe, mais ça valait le coup, sachant que l'acquisition, c'était 300 000 euros avec les différentes assurances. Comment ça se passe? Le simulateur, il est fait pour être transporté. Ça, alors, j'ai pas de photo là sous la main, mais euh, le simulateur, il se démonte et il se range dans deux grosses valises, Ah oui. enfin, très grosses valises. Et c'est 1 ou 2 mètres cubes, quoi. Et donc, on a payé un transporteur, on paye un transporteur tous les 6 mois pour être sûr qu'il n'y ait pas de gag, puisque la machine coûte cher. En fait, la faille du système, c'est ça, ça va être la fragilité de la machine. Et donc, c'est pour ça qu'on a payé des garanties sur l'appareil et puis aussi des transporteurs professionnels pour le transport tous les 6 mois et l'installation. Donc, le principal faiblesse du système, c'est ça, c'est le matériel de haute technicité hautement cher. Mais après, voilà, maintenant qu'on a bien identifié ce problème et qu'on sensibilise tout le monde et qu'on trace chaque utilisation, on pense que on, on va pouvoir faire suffisamment attention. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et puis, on est très curieux de voir la suite du projet avec l'axe 2 et justement cet impact gestion de fatigue, enfin privation de sommeil et puis enfin, prise en compte facteur humain, en fait, finalement, de façon plus large. C'est ça. Donc voilà, on sera très curieux de la suite. Mais merci beaucoup pour l'invitation et puis pour les questions. C'est très intéressant.
Merci à vous et donc ben, on se retrouve pour un prochain rendez-vous simulation en septembre maintenant où on abordera par séquence, par différents rendez-vous simulation, la mise à jour du guide de bonne pratique. Donc, eh bien, on se donne rendez-vous au mois de septembre. Encore merci, docteur Ducloyer, et puis bonne journée à tous. Bonne journée. Bonne journée, merci.